Bonjour et bienvenue dans l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire du savoir-vivre et des bonnes manières. Comment tous ces codes ont traversé les époques sans prendre une ride, tout en se renouvelant constamment. D'où est-ce que ça vient? Comment cela a-t-il été influencé et par qui? Comme vous l'avez déjà sans doute deviné, pas d'équation aujourd'hui. Nous ne parlerons pas de psychologie ni d'élégance relationnelle comme à notre habitude, mais juste de l'histoire, de l'héritage, de la compréhension de nos origines et de notre patrimoine, pour notre bonne culture d'abord, mais surtout pour notre bon plaisir. Pour l'émission du jour, je suis dans des conditions un peu spéciales. En effet, avec mon mari, nous voyageons beaucoup et il se trouve que je suis sur la route. Alors, comment diable celle-ci peut-elle enregistrer son émission sur la route, allez-vous penser? Eh bien parce que nous voyageons en camping-car, parce que je suis donc attablée et aussi parce que mon mari m'a adorablement constitué un kit de travail optimal pour enregistrer mes émissions où que nous soyons. N'est-il pas merveilleux? Néanmoins, nous sommes en train de rouler, donc si vous entendez des petits bruits ou si ma voix chevrotte, c'est tout à fait normal. De toute façon, quand je réécouterai l'émission, je jugerai si c'est supportable ou pas. Alors, pour mettre en œuvre cette émission, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Madame Dominique Picard. Ces travaux sont très éclairants et très minutieux. Je souhaite donc œuvrer de concert avec elle aujourd'hui pour porter à votre connaissance notre bel héritage concernant l'élégance, les bonnes manières et le savoir-vivre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais discuter avec vous de ce thème qu'est l'histoire. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si je vous dis qu'étudier l'histoire revient à étudier le manuscrit de la mémoire de la vie? Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je me disais en cours d'histoire à l'école primaire ou même au collège. Mais maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends qu'étudier l'histoire est une véritable passion pour beaucoup d'entre nous. Étudier, en fait, le manuscrit de la mémoire de la vie elle-même. L'histoire est l'étude et l'interprétation des récits des peuples, des sociétés et des civilisations. Le terme histoire vient du grec historia, qui signifie compte-rendu de ses recherches. L'histoire est la chronique de la longueur et de l'ampleur des activités de l'humanité, et donc le manuscrit de la mémoire de la vie elle-même. J'avais noté cette citation dont l'auteur m'est inconnu et je vous la donne parce qu'elle va beaucoup nous parler aujourd'hui. Ceux qui nous ont précédés nous ont façonnés. Quant à nous, nous influencerons ceux qui nous succéderont quand nous serons nous aussi descendus dans les profondeurs du temps. Sur le principe, l'histoire, que ce soit l'histoire d'un pays, d'un peuple, d'une région ou même juste, entre guillemets, l'histoire de notre famille, c'est tout ce que nous avons pour donner un sens au présent. C'est vrai, n'est-ce pas? Nous ne disposons de rien d'autre pour donner du sens à ce que nous vivons maintenant. Et quand nous comprenons cela, nous nous ancrons encore un peu plus dans la place qui est la nôtre. Et quelle meilleure sensation que celle d'être à sa place. Notre présent était l'avenir de nos prédécesseurs. Et au-delà de leur faire honneur en apprenant à les connaître, les étudier permet de comprendre leur logique, leur façon de prendre des décisions, de créer et de collaborer. Et ceci nous permet, à notre tour, de collaborer avec eux pour continuer de créer, de construire et d'avancer sur la base de leurs expériences, de leurs erreurs, mais aussi de leurs réussites. En fait, étudier nos prédécesseurs nous permet de collaborer avec eux. Vous vous rendez compte de cela? Ce modèle-ci peut être représenté comme un modèle fractal. Un modèle fractal, c'est une forme qui se répète à l'infini, quelle que soit l'échelle de grandeur à travers laquelle on l'observe. Vous savez, comme la spirale que représente le nombre d'or, ou plus végétalement parlant, le chou romanesco. Vous savez, ce chou pointu. C'est ce genre de choses. Alors, je considère l'étude de l'histoire comme un modèle fractal dans le sens où que vous étudiez l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, ou alors celle de votre peuple à l'échelle locale, régionale, nationale ou même internationale, vous en tirerez, quoi qu'il en soit, des sagesses applicables à votre propre vie. Vous en apprendrez plus sur vous-même, sur la collaboration des humains en général, sur les différentes personnalités, sur les façons de gérer les choses et les résultats que ça a pu avoir, des résultats attendus ou au contraire totalement inattendus, et sur un tas d'autres choses. Quand on étudie tout ça de près, on comprend que tout cela se résume à la manière de gérer les besoins fondamentaux des humains en fonction de la personnalité et du sentiment d'appartenance à un groupe.
C'est ça en fait. Voilà pourquoi je considère que ceci est un modèle fractal. Que vous étudiez votre famille proche ou la grande famille de l'humanité, cela se résume à la manière de gérer les besoins fondamentaux des humains en fonction de la personnalité et du sentiment d'appartenance à un groupe. Voilà. Étudier l'histoire affine notre discernement, notre humilité, notre gratitude. Et surtout, comme je le disais, cela affine le sentiment d'être à sa place. Étudier l'histoire affine notre compréhension profonde du bien et du mal, de pourquoi cela est considéré comme tel ou pas, en fait. Ça ouvre notre perspective sur ce qui est possible de faire, sur ce qui a déjà été fait, et sur d'éventuelles solutions, ou en tout cas sur les différentes perspectives à adopter. L'histoire regorge de témoignages qui ne demandent qu'à être portés à notre connaissance, à notre intelligence et à notre compréhension du monde. Nous avons la chance d'avoir une histoire. Nous avons la chance de ne pas devoir tout recommencer du début, nous. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Tous les pays n'ont pas cette chance. Maintenant, ça commence un peu à le faire. Mais on a quand même, nous, personnellement, une histoire assez lointaine. Grâce à l'histoire, nous avons la possibilité d'aller plus loin, plus vite et de façon plus confiante grâce à ce manuscrit de la mémoire de la vie. Voilà comment je vois l'histoire aujourd'hui. Voilà comment je ne voyais pas l'histoire au collège et en primaire, et c'est bien dommage. À l'époque, je me demandais bien à quoi tout cela pouvait servir, soit. Mais dans le même temps, je pense aussi que l'on s'intéresse à certains sujets que quand c'est nécessaire de le faire. Vous voyez, même si l'histoire ne m'intéressait pas à l'époque, je ne me dis pas aujourd'hui que j'ai de grosses lacunes à rattraper. Je me dis plutôt que je suis très heureuse de m'y intéresser maintenant, comme ça, dès que l'occasion se présente, dès que je suis confrontée à de l'histoire, parce que ma mère me raconte l'histoire de ses parents, parce que je visite un pays avec mon mari, parce que je visite un château ou une région, parce que mon frère, qui est féru d'histoire et de géopolitique, m'explique le contexte historique et politique de l'Ukraine ou d'un autre pays de l'Est, eh bien j'apprends un peu. J'apprends chaque jour, chaque semaine. Et cette culture-là est bien plus marquante que de se mettre à apprendre l'histoire pour dire d'apprendre l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, comme je vous le disais, nous voyageons beaucoup avec mon mari. Nous sommes des éternels curieux, d'éternels explorateurs. Et en voyageant, j'ai toujours un petit carnet, toujours le même, dans lequel je grappille, si je puis dire, quelques morceaux d'histoire et de patrimoine de chaque endroit dans lequel nous allons. J'aime constituer ma propre culture comme cela. Ça me parle beaucoup plus. Parce que j'ai des souvenirs associés, des anecdotes associées, et ma mémoire kinesthésique rentre en jeu. C'est pour cela que ça me parle et que je m'en souviens. Et donc, c'est très riche, c'est beaucoup plus riche qu'un manuel d'histoire que je pourrais apprendre par cœur pour dire d'apprendre par cœur. Bref, tout cela pour dire qu'étudier l'histoire est vraiment très élégant. Puisqu'en étudiant l'histoire, on prête attention aux autres, on a de la considération pour eux. L'humanité tout entière est une collaboration entre les morts, les vivants et les enfants à naître. Vous voyez, c'est une responsabilité de préserver l'histoire et de faire vivre cette collaboration, cette union, cette unité. Responsabilité, respect, sens de l'autre, c'est très élégant. Passons donc maintenant à l'histoire du savoir-vivre et des bonnes manières. Norbert Elias. Norbert Elias est un grand sociologue allemand. Il a grandement contribué à ce que l'on sait aujourd'hui sur l'évolution des civilisations. Il a travaillé sur les civilisations à travers l'évolution de la structure de la personnalité et sur l'évolution des structures sociales. Dominique Picard s'est elle-même appuyée sur ses travaux pour réaliser les siens. Et donc, Norbert Elias dit « Il est impossible de remonter aux origines d'un processus qui n'en a pas. Où qu'on commence, tout est mouvement et continuation d'un stade précédent. » Et c'est le cas du savoir-vivre. En effet, le savoir-vivre, c'est la façon harmonieuse de vivre avec les autres. Donc, logiquement, on peut se dire qu'à partir du moment où il y a deux êtres humains sur Terre, un certain savoir-vivre a dû se mettre en place. Sur le principe, vous voyez ? Également, nos chercheurs ont trouvé de tout temps des inscriptions sur les murs des cavernes, sur les tablettes d'argile, et en fait, ils ont trouvé des choses décrivant certaines règles de bonne conduite. Sous la forme d'un règlement communautaire, certainement, mais on peut dire que cela existe depuis toujours. Aujourd'hui, il y a une multitude de codes, nommés de façon très différente. Le savoir-vivre, la politesse, la préséance, la bienséance, l'étiquette, les règles de bonne compagnie, les règles de bonne éducation, etc., etc.
Toutes ces règles sont réunies dans des traités de politesse, de savoir-vivre, de civilité, de bonnes mœurs, etc., etc. Alors, comment passe-t-on de quelques règles écrites sur le mur d'une grotte à plusieurs centaines de codes différents, répertoriés, ordonnés et structurés par thème dans de très nombreux ouvrages? Pourquoi autant de choses? Pour répondre à cette question, identifions d'abord les 3 thèmes principaux de pourquoi le savoir-vivre. Alors, premièrement, parce que vivre en société, c'est vivre sous le regard des autres. Une première série de préceptes concerne donc la présentation de soi. Deuxièmement, parce que le monde est un peu comme un théâtre. Un autre ensemble de préceptes traite des relations sociales comme une forme de pièce de théâtre, de scène sociale, vous voyez ? Et troisièmement, parce que notre société prime sur l'individu et la sociabilité prime sur l'individualité du coup. Donc tout événement de quelque importance, oui, si je puis dire, se célèbre collectivement. C'est pour cela qu'il y a aussi un ensemble de préceptes pour les célébrations collectives, donc les mariages, les fêtes de fin d'année, les baptêmes, les événements publics, etc., etc. Ensuite, ajoutons à cela notre patrimoine culturel et nos différentes classes sociales à travers l'histoire. Et tout cela, ensemble, nous donne ces diverses règles classées dans les manuels. Je vous propose l'étude suivante. Nous allons d'abord comprendre les différents termes, la sémantique des termes du savoir-vivre, pour y voir un peu plus clair, même si, vous verrez, nous ne sommes pas aidés parce qu'à travers l'histoire, il y a eu des confusions sur les termes tout de même. Ensuite, nous parlerons des fondateurs du savoir-vivre tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui ne sont pas très vieux puisqu'ils sont nés au XVIe siècle. Enfin, si, ça commence à dater, mais comparé à la naissance de l'humanité sur Terre, le XVIe siècle n'est pas si loin, vous avez compris. Et enfin, nous parlerons du savoir-vivre moderne. J'espère que ce petit plan vous convient. Je vais vous parler très rapidement du savoir-vivre avant les fondateurs aussi, mais l'essentiel pour nous se situe autour des fondateurs. Alors, avant cela, il y a eu, par exemple, les règles monastiques de comportement. Il y a eu aussi les fameuses 4 vertus de la beauté morale, de Cicéron, qui sont les suivantes: la prudence et la sagesse, l'idéal de justice, la grandeur d'âme et le sens de la mesure. Il y a eu aussi différents modèles courtois dans la littérature moyenâgeuse qui formera une sorte d'idéal prônant une vie sociale harmonieuse au milieu de gens attentionnés, spirituels, brillants et élégants. Et enfin, il y a eu divers traités éducatifs à destination des enfants qui décrivaient le bon comportement à avoir. Donc il y a eu pas mal de choses, mais c'était très divers et très varié. Voilà. Donc, commençons par les termes. Quelle est la différence entre le savoir-vivre et la politesse ? Selon le dictionnaire, par exemple, la politesse, c'est l'ensemble des règles qui gèrent les usages dans une société donnée et le fait et la manière d'observer ces usages. Alors que le savoir-vivre serait plus spécifiquement la qualité d'une personne qui connaît et sait appliquer ces règles. Donc on parlerait de politesse en termes de code et de savoir-vivre en termes d'état d'esprit. Mais nous pouvons les confondre parce que, par exemple, un manuel qui contient les codes, donc les codes de politesse, est communément appelé un manuel ou un traité de savoir-vivre et non un traité de politesse. Interrogeons les mots. Le mot politesse vient du latin politus, lui-même issu du verbe polir, signifiant au sens propre l'action de polir, et au sens figuré, celle d'orner avec élégance. Quant au terme savoir-vivre, il est simplement formé de la réunion des deux verbes qui le composent et serait apparu au XVe ou au XVIIe siècle. Quand le mot politesse fut admis, il fut considéré comme un synonyme de civilité. Et là, des tensions se sont créées. D'abord entre l'être et le paraître. Être poli signifie-t-il que l'on est une bonne personne ou que l'on se cache derrière un masque de politesse ? Il y a ensuite une tension entre l'universel et le particulier. La politesse, est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est seulement pour les classes sociales plus élevées ? Et c'est de là que l'on a été tenté de hiérarchiser la politesse en différentes catégories. C'est ce que vous entendez souvent, tel que la politesse de cœur versus la politesse des manières, la noblesse de cœur ou la noblesse des manières, ce genre de choses, voyez ? Donc,
Vous voyez, cette tension, ces amalgames ne sont pas nouveaux finalement. Ils datent du début de la reconnaissance de ces termes et donc du concept assis de politesse et de savoir-vivre. Mais ça ne s'arrête pas là. La politesse était donc un synonyme de civilité, mais finalement, quand on étudie vraiment les termes, ça ne pouvait pas l'être. La civilité est le savoir du citoyen, civis, de celui qui a appris à traiter chacun selon son rang. La politesse, au contraire, qui désigne la qualité de celui qui a été poli, c'est le fruit d'une éducation. Elle engage l'être tout entier et amène à être attentif aux autres en toute occasion. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose, voyez ? Et à l'époque, ils ont tellement creusé les termes que ce sont devenus des opposés et plus du tout des synonymes. Ensuite, la Révolution est passée par là. La civilité est devenue une vertu et la politesse n'est devenue que l'expression de sa surface, la superficialité. Ensuite, au XIXe siècle, la bourgeoisie montante, sans doute par souci de démarcation, est retournée aux anciennes valeurs. La civilité, accessible aux gens du peuple, a de nouveau été dévaluée. Et la politesse retrouva alors son statut de valeur morale reposant sur une sorte d'adéquation évidente entre l'aisance en société et la supériorité sociale. Parallèlement, les traités de civilité qui enseignaient aussi bien les vertus morales de l'homme bien élevé que l'art de se conduire en société devinrent des traités de savoir-vivre. En ce début de XXIe siècle, on lutte contre les incivilités et ça prend même parfois l'apparence d'une cause nationale. On oppose de temps en temps le respect, dont on pense qu'il est plus noble, à la politesse, qui semble aujourd'hui plus mesquine. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez que les amalgames que nous ressentons aujourd'hui ne sont pas nés d'hier ? C'est très intéressant de savoir tout ça parce que quand vous conversez de politesse et d'élégance avec quelqu'un, il faut impérativement partir du principe qu'il est tout à fait possible que vous ne parliez pas du tout de la même chose, parce qu'il y a énormément de confusion entre tous ces termes. Et on peut même comprendre que quelqu'un pour qui l'élégance et le savoir-vivre peut être prôné comme un outil de développement de soi, d'élévation de soi, peut être rejeté en bloc par l'interlocuteur, qui est profondément convaincu qu'il s'agit là d'une hypocrisie sans nom. Vous voyez, c'est très intéressant d'étudier l'histoire. Passons maintenant aux fondateurs. Il y a deux ouvrages absolument fondateurs du savoir-vivre et de l'élégance d'esprit. Deux ouvrages très différents, mais très complémentaires. Il s'agit du livre du courtisan de Balthazar Castiglione, sorti en 1528 en Italie, et l'ouvrage de la civilité des mœurs puériles, conçu par Érasme, sorti en 1530 à Bâle. Ces deux ouvrages vont avoir une influence considérable dans toute l'Europe occidentale. Pour le livre du courtisan, et j'en parlais déjà dans ma toute première émission, si je ne m'abuse, il va s'agir d'une pédagogie modélisatrice. C'est-à-dire que ce n'est pas un manuel à proprement parler, mais plutôt l'évocation d'un idéal à travers une œuvre littéraire, à travers des dialogues, des anecdotes. Une évocation de la vie raffinée qu'a vécue Castiglione lui-même à la cour. Le livre du courtisan contient 4 livres. 2 pour les rapports du courtisan avec le prince, dont il est à la fois le serviteur loyal et le mentor. 1 pour la dame de cour, pendant féminin et digne compagne du courtisan, et 1 qui retrace les bons tours et les bonnes plaisanteries qu'on se faisait à la cour. Parce que pour Castiglione, faire rire est un bon moyen pour séduire et convaincre, et donc ce bon monsieur avait bien tout compris. Le livre du courtisan aura donc une influence considérable, et son courtisan sera copié, adapté et transposé comme un idéal social universel. Parlons d'Érasme à présent. À l'inverse de la pédagogie modélisatrice de Castiglione, celle d'Érasme est purement didactique. Cet ouvrage est à la base dédié à un fils de prince, mais il veut tout de même que son manuel soit universel. Un manuel qui s'adresse aux enfants et qui est censé leur apprendre comment bien se tenir et bien se comporter en toutes circonstances. Ce livre est découpé en 7 chapitres. La façon de se tenir, la façon de se vêtir, le comportement à adopter dans une église, à table, avec les différentes personnes que l'on rencontre. Aussi, il y a une partie sur le jeu et sur le coucher. Dominique Picard nous dit que les conseils prodigués par Érasme sont de toute nature. La morale y tient une bonne place, on incite l'enfant à être franc, honnête, pudique, respectueux des adultes, et il y a aussi des enseignements du Christ. L'hygiène et la propreté sont élevées au rang de vertu ici.
Les enfants doivent se laver régulièrement les mains, se moucher, respecter les plats communs, ne pas boire d'alcool, ne pas tacher leurs vêtements, etc., etc. Mais bien entendu, Érasme n'invente rien. Tous ces conseils-là, on les retrouvait déjà avant. Mais là où il y a une grande différence, et là où donc c'est très intéressant, c'est qu'à l'époque d'Érasme, le règne de la noblesse chevaleresque féodale s'éteint. Et l'ascension sociale d'intellectuels cultivés, dont lui-même fait partie, est possible. Donc en fait, une nouvelle couche de la société se forme à ce moment-là. Une nouvelle couche de la société qui ne rime plus avec la brutalité des campagnes, mais qui ne rime pas non plus avec les courbettes, si je puis dire, de la cour. La couche sociale qui émerge, elle se situe entre les deux. Et donc cette nouvelle couche a besoin d'une communauté de langage, de mœurs, de morale sociale. Et c'est dans les enseignements de l'humanisme qu'elle peut puiser son ferment. Et Érasme est un grand humaniste de son époque. Vous voyez comment se boucle la boucle ? Et comment on peut boucler la boucle de certaines choses grâce à l'histoire ? Je trouve ça fascinant. Donc, en présentant une éthique de vie fondée sur le respect des autres et de soi, Érasme justifie l'émergence d'une aristocratie fondée sur le mérite et la compréhension intelligente des situations. Et par son enseignement, il lui donne des cadres de vie et un système de valeurs communes. Et en plus de tout ça, c'est une classe en devenir. Les enfants ici ont un avenir. D'où l'attention portée à l'éducation. D'où le succès de la civilité des mœurs puériles qui permettait donc d'enseigner aux enfants ce que leurs parents n'avaient jamais appris, mais dont ils sentaient la nécessité. Vous voyez ? C'est passionnant, j'adore. Voilà donc pour nos chers fondateurs. Personnellement, à l'époque où j'ai découvert tout ça, où j'ai mené mes petites recherches et où j'ai compris le pourquoi du comment grâce à Castiglione, grâce à Érasme et bien sûr surtout grâce à Madame Picard, toute la forme des bonnes manières, de l'élégance, des rituels et autres reconnaissances de classe sociale ont pris du sens dans mon esprit. Et simplement de connaître ceci pouvait se suffire à lui-même. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin, n'est-ce pas ? Notre esprit en demande encore. Alors, continuons avec les successeurs de nos deux compères. Donc à l'époque, ces ouvrages ont eu beaucoup de succès grâce à la représentation de l'homme qu'ils donnaient. En effet, ce n'était plus du tout l'homme en tête-à-tête avec Dieu qui était représenté jusqu'alors, mais bien un homme profondément social, inscrit dans un contexte culturel et un réseau relationnel dont il dépend et qu'il se doit de respecter. Donc sa présentation, son comportement, sa morale, tout ça découle de cette situation, vous comprenez ? En agissant ainsi, ont été données aux règles de la civilité et aux bonnes manières un sens et un rayonnement qu'elles n'avaient pas auparavant. On comprend alors que beaucoup d'éducateurs, de philosophes ou de moralistes aient voulu à leur tour produire leur propre traité de civilité correspondant à leur propre conception de la condition humaine. En a découlé un grand nombre de manuels divers et variés. Et qui dit grand nombre dit que certains sont tombés dans l'oubli évidemment, mais que d'autres nous ont beaucoup marqués. Ici en France, on est très bien lotis, et en Italie également. Mais de façon plus large, toute la culture occidentale a été touchée par le phénomène. En Italie, nous avons par exemple Giovanni della Casa, dans son ouvrage Galatée, qui est sorti en 1558 et qui reprend l'essentiel des concepts de Castiglione, mais de façon un peu différente. Pour lui, la convivialité prime sur le dépassement de soi, et les bonnes manières visent à rendre la vie agréable et sans heurts. La nuance est, j'allais dire subtile, mais elle n'est pas du tout subtile, la nuance entre le dépassement de soi et la convivialité. Mais on comprend donc que les bonnes manières et le savoir-vivre que les bonnes manières et le savoir-vivre contiennent ces deux aspects, le dépassement de soi et la convivialité. C'est pour ça aussi qu'il est si beau, vous voyez ? En France, par exemple, aussi, nous avons Antoine de Courtin et son ouvrage qui s'appelle « Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes gens ». Et lui est sorti en 1671. Alors la nouveauté chez lui, c'est que c'est le premier qui a introduit les fameuses 4 circonstances. C'est-à-dire qu'un homme bien élevé doit avoir un comportement adapté à sa condition, son âge, en fonction du lieu où il se trouve et en fonction du moment, donc l'heure, la saison, les événements, etc. Les fameuses 4 circonstances. Et cette façon de voir est encore aujourd'hui au cœur du savoir-vivre. Ensuite, nous avons aussi quelque chose d'un peu plus religieux, avec Jean-Baptiste de La Salle, qui sortira en 1703 son ouvrage « Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne ».
Maintenant, pour élargir tout ceci à l'Europe, nous pouvons retrouver un ouvrage de référence propre à chaque pays, un ouvrage qui influencera considérablement l'art de vivre du pays et auquel on associera les bonnes manières de l'élite sociale. Par exemple, en Espagne, c'est Baltasar Gracián qui marque l'histoire de la civilité grâce à plusieurs ouvrages et notamment L'homme de cour, qui paraît en 1684 et qui présente le modèle du discreto, un homme réaliste et machiavélique pour lequel l'art de la séduction est essentiellement un tremplin vers le pouvoir. L'Angleterre, elle, apporte sa pierre avec la figure du gentleman, prônée notamment par Henry Pitcham dans son ouvrage The Complete Gentleman en 1622. Le gentleman est de noble naissance, il est cultivé, distingué, il fuit les beuveries et la débauche et il sait prendre une place responsable dans la société. En Allemagne, nous avons en 1788 l'ouvrage du baron Adolphe de Knigge, et qui s'appelle « Du commerce avec les hommes ». C'est un ouvrage inspiré par un projet humaniste et égalitaire dont le propos essentiel réside dans une longue réflexion philosophique et politique sur ce que sont et doivent être les relations interpersonnelles. Donc, si vous vous intéressez à l'origine de l'élégance et des bonnes manières, voilà tout un panel de lectures envisageables pour vous. Passons donc enfin au savoir-vivre moderne et à sa littérature. À travers l'histoire, la littérature de civilité a beaucoup changé du fait des changements de société. En France, il y a eu plus d'un rebondissement digne de la Révolution et forcément ça a laissé des traces, dans le sens où la littérature du savoir-vivre colle forcément avec son époque. Donc il est normal qu'il y ait eu beaucoup de changements, vous voyez ? Et c'est aussi donc que vous devez sentir la petite clochette dans votre esprit qui vous dit « Attention !» Lors de vos lectures, il faut bien remettre le texte dans son contexte. Sinon, il y a totalement moyen d'être hors sujet et complètement décalé avec notre vie du quotidien. Vous voyez, c'est valable pour toutes vos lectures en fait, pour toutes vos lectures de non-fiction, mais ça l'est encore plus pour vos lectures sur le savoir-vivre. C'est super, hein, les sagesses anciennes, etc., il n'y a pas de problème, mais il faut quand même rester cohérent, vous voyez ? Donc, il y a eu énormément de changements sur ce type de littérature au fil des siècles, mais le dernier gros bond éditorial en date qu'il y a eu, c'est au début du 19e siècle. Parce que la dernière fois que la société a radicalement changé, c'était à ce moment-là. Entendons-nous bien. En ce moment, on a l'impression qu'elle change à une vitesse folle. Ce n'est pas la question, mais en remettant tout cela dans un contexte historique, elle a vraiment changé de façon radicale au début du 19e siècle. En effet, à ce moment-là, le travail et l'argent ont fait de la bourgeoisie une nouvelle classe dominante, qui se veut l'égale et la rivale de la noblesse, notamment en ce qui concerne les mœurs. D'où un florilège d'ouvrages chargés d'enseigner l'art de vivre des classes supérieures à toute une population en ascension sociale. Parallèlement au phénomène éditorial, on assiste progressivement à une certaine normalisation de la politesse et de son enseignement. Vous voyez ? De tout cela a fini par naître l'organisation des traités de savoir-vivre comme on les connaît aujourd'hui. Il ne s'agit plus de forger un état d'esprit autour de quelques grands principes, mais ils s'organisent autour des grands événements de la vie et des situations que l'on rencontre au quotidien. Les fameuses 4 circonstances dont on parlait juste avant. La progression de leurs chapitres suit bien souvent celle des grands moments de la vie sociale des bourgeois de l'époque, en fait. Donc, de la demande en mariage aux obsèques, en passant par la cérémonie nuptiale ou le baptême des enfants, et au milieu desquels on intercale les devoirs et les plaisirs sociaux, donc les visites, les dîners, les bals, etc. etc. En fait, ces traités, ils se présentent comme des ouvrages de référence et ils doivent être d'un maniement facile, en fait, comme un dictionnaire, vous voyez. Et en fait, ils doivent être consultés à tout moment. C'est comme ça qu'ils sont construits. Aussi, et très important, ces ouvrages ne s'adressent pas n'importe comment à n'importe qui. Donc toujours à cette époque, début du 19e, il y a un personnage en particulier qui prend beaucoup de poids dans la société. Et oui, et il s'agit de la maîtresse de maison. Comme le dit encore et toujours Madame Picard, loin d'être un simple élément décoratif, le faire-valoir ou l'ombre de son époux, la maîtresse de maison en est l'indispensable auxiliaire. Le mari, lui, il assure l'aisance et le confort financier de la famille, et elle est à la fois le pilier et le pivot de la famille. Elle veille à tout, car c'est sur elle que repose le prestige de la famille. C'est sur elle que repose l'éducation des enfants, l'apparence du mari et la bonne tenue de la maison. Donc, elle devient l'interlocuteur privilégié des traités de savoir-vivre.
D'ailleurs, les auteurs se féminisent, leur ton évolue, et c'est de femme à femme qu'on commence à se transmettre ces règles de conduite. Vous voyez ? Et alors, toujours pour continuer sur la frise chronologique du savoir-vivre, on va constater une certaine évolution qui va au-delà du simple changement de style et de ton qui traverse toutes les formes d'écriture. D'abord, on tient compte de l'évolution des modes de vie. Certaines rubriques comme les bals ou les zoos ont disparu. D'autres sont apparues, savoir user du téléphone portable, se tenir à l'étranger, gérer ses relations professionnelles, vivre avec les enfants de son conjoint, etc., etc. Tout ceci n'existait pas avant, évidemment. D'autres rubriques se sont modifiées. Les relations avec les gens de maison sont assimilées à des contrats entre employeurs et employés, et non plus à des devoirs réciproques entre maîtres et serviteurs, vous voyez ? Ou bien les cérémonies religieuses ne se limitent plus à des cérémonies catholiques. Il y a les rites israélites et musulmanes qui font leur apparition. Ou encore pour la place des enfants, par exemple, qui sont désormais considérés comme des partenaires à part entière, et plus seulement comme des petits êtres imparfaits en attente de maturité. Vous voyez ? Et c'est à tout cela que l'on constate l'évolution des traités, et donc, comme vous l'avez compris, l'évolution de nos sociétés. Les valeurs ont aussi évolué. On parle un peu moins du devoir et un peu plus du naturel ou du plaisir, surtout ici en France. On retrouve le bon français ici, l'art de vivre, vous voyez ? Et comme l'être humain a besoin de repères et de stabilité, parce que c'est naturel, les changements dans le savoir-vivre ne sont jamais très radicaux. Ce ne sont que des changements de surface. Ça ne remet jamais en cause les principes fondamentaux du savoir-vivre ensemble. Vous voyez ? Donc, mes bons amis, quand vous consommez du contenu, et par contenu j'entends réseaux sociaux, mais j'entends aussi littérature et formation, quelle qu'elle soit. Donc, quand vous consommez du contenu visant à apprendre le savoir-vivre, faites attention aux détails de surface, tels que les règles, l'époque et le contexte socio-culturel dans lequel le contenu s'inscrit. Mais faites attention aussi au principe fondamental du savoir-vivre qui se cache sous ce contenu. Sachez faire la différence entre les deux, vous voyez ? Et c'est là aussi où on développe son discernement. Et c'est à ce moment précis, c'est ici où une étude sérieuse s'impose. Parce qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre dans quel sens tenir sa fourchette pour le bien de l'humanité. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà comment on en arrive à « mais ça sert à rien d'avoir des bonnes manières dans le monde d'aujourd'hui, gna 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 ». Ah, c'est sûr que si on se renseigne de façon superficielle, ça sert à rien, c'est certain. Il faut des études approfondies. Enfin, voilà. Donc nous arrivons donc à la fin de cette émission. Elle était un peu spéciale aujourd'hui, je vous l'accorde. Un petit cours d'histoire ne fait jamais de mal. Et je m'adresse à moi en premier quand je dis ça, croyez-moi sur parole. Donc, je vous remercie chaleureusement. Je remercie chaleureusement Madame Dominique Picard pour la précision de ses travaux. Et vous, je vous remercie pour l'écoute et l'attention que vous m'avez portée à travers cette émission. Et j'espère de tout cœur avoir éclairé votre esprit sur quelques points historiques et fondamentaux sur notre sujet préféré, l'élégance d'esprit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt!